Salut les gens, bienvenue dans ce 4ème épisode de Film Wars, un épisode garanti sans une 12 millième référence au monomythe de Joseph Campbell. Oui, encore Star Wars, moi aussi de base ça me saoule, je vous avoue. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Star Wars qui n'a pas été rabâché des millions de fois? Mais alors que j'allais jeter aux oubliettes ce pauvre épisode qui n'a rien demandé à personne, je me suis dit, ah si, il y a un challenge là. Come here, my little friend. Parce qu'on parle souvent de George Lucas producteur, démiurge, conteur d'histoire, businessman ou bien de sa tignasse tellement drue qu'on dirait un pneu, et on parle beaucoup moins du Lucas metteur en scène. À part pour dire qu'en dehors de THX 1138, son premier film, il est pas très bon, généralement ça s'arrête là. Même son ami et mentor Francis Coppola le dit, en tant que réalisateur, Lucas a été tué par Star Wars. La créature a pris possession de sa vie, l'a éloigné de toute ambition dans la mise en scène, et Lucas n'a d'ailleurs jamais caché qu'être à la barre d'une grosse production, avec tout le stress que ça implique, eh ben il s'en passait bien, et que producteur ça lui convenait bien mieux, merci, bonsoir. Mais ce n'est bien entendu pas aussi simple. Pour revenir en Star Wars originel, on l'oublie un peu trop souvent, mais à la base, le film revient de très loin. Et jusqu'à sa sortie en mai 77, Lucas était convaincu que son échec atomiserait sa carrière dans l'œuf. Comme d'habitude, voici la jauge de Murphy qui va évaluer le niveau de poisse du projet. Le score c'est important. Vous êtes prêts? Non? Ah bah on y va quand même. C'était pas ma guerre! Au milieu des années 70, le tout jeune George Lucas a à son actif 2 longs métrages. THX 1138, un film expérimental de SF sorti en 71, et American Graffiti, une comédie semi-autobiographique sortie en 73 qui a bien cassé la baraque. Et déjà là, on sent le grand écart. Un réalisateur art et essai ambitieux, qui rêve de faire du documentaire d'ailleurs, et qui a accouché d'un gros succès populaire. Un réalisateur déjà en train de jouer le blues à la croisée des chemins. Pour son troisième film, Lucas a des envies de juste corps multicolore et veut adapter les kitschissimes aventures de Guy Leclerc. Mais n'obtenant pas les droits, il décide de développer sa propre mythologie, celle que selon lui, la nouvelle génération ne possède pas encore. En piochant dans des influences aussi diverses que le cinéma japonais, le cycle arthurien, le western, la science-fiction pulp ou encore Le Seigneur des Anneaux, pour commencer à connaître le couplet, il veut en extraire l'essence même, pour accoucher d'une œuvre à la fois originale et universelle. I wanted to do this kind of experimental-ish, in my mind, idea about mythology. Sauf que personne n'entrave quoi que ce soit à ce que Lucas veut faire. Là on est en plein dans le courant du nouvel Hollywood, cette fameuse décennie d'ébullition créative des 70s, où ce qui avait le vent en poupe c'était plutôt les films urbains, dramatiques et actuels. Et même selon une logique de studio traditionnelle, la SF à l'époque, c'était soit ça, soit un gouffre à pognon, soit les deux, soit une exception absolue à la 2001 sur laquelle on ne pouvait de toute manière pas construire un modèle économique viable. What are you talking about, Hal? Et oui, Star Wars, c'est plutôt de la space fantasy, blabla, je sais, mais c'est perçu et vendable comme de la SF. This conversation can serve no purpose anymore. Lucas se heurte même à l'incrédulité de ses proches, parmi lesquels Coppola, encore lui, qui estime que Georgie se perd dans des gamineries. Au fil des différentes versions du script et de ses recherches de financement, Lucas essuie des refus gratinés, notamment de la part de United Artists et Universal, qui s'étaient pourtant respectivement occupés de THX 1138 et American Graffiti. Mais finalement, le bon barbu parvient à conclure un deal avec la 20th Century Fox, qui valide le film et sa distribution pour un budget de 8 millions de dollars. Ce qui, bon, vu d'aujourd'hui, ressemble à de l'argent de poche pour une pause café. Take one. Just take Alors bien sûr, grand classique, les retards s'accumulent et le budget explose rapidement, notamment en raison des effets visuels ultra complexes avec lesquels la société ILM doit se dépêtrer. Normal. Pour vous situer le niveau, ILM passera la moitié de son budget sur 4 plans seulement. 4 plans! Forcément, les galères logistiques s'accumulent, surtout lors du tournage en Tunisie, où le matériel est détérioré après une longue et violente tempête. Bon, Lucas a trouvé les costumes et les décors pas assez aboutis à son goût, donc une couche de sable de plus ou de moins. Autre souci, l'incompréhension à laquelle Georgie continue à se frotter, ce qui crée conflit sur conflit, notamment avec les exécutifs du studio, bien sûr, mais aussi avec le directeur photo Gilbert Taylor, le mec qui donnera toute sa patine visuelle au film. Taylor qui n'est pas sûr de comprendre les choix esthétiques de son réal. Faut quand même se rappeler que niveau SF, Lucas est passé de ça à ça. On n'a pas affaire à un metteur en scène expérimental qui a pénétré la grosse machine et va réussir à y insuffler une étrangeté, à la Denis Villeneuve par exemple. Non, là on est sur du Dr Jekyll, Mr Hyde. Lucas s'est métamorphosé en artisan pulp. Un peu comme si Kubrick avait enchaîné 2001 avec tiens, Flash Gordon justement. Et à ce stade, Lucas n'est effectivement pas sûr de ce que Star Wars est censé être, en fait. Et ce scepticisme s'étend aussi à quasiment toute l'équipe de tournage, pour qui le film est un désastre nanardesque. Une ambiance de taf qui n'est pas sans rappeler celle de Dario Argento sur son premier film, L'oiseau au plumage de cristal. Y a pas à dire quand même, avoir du flair, c'est un métier.
Même les acteurs se plaignent des dialogues stupides et des directives approximatives. Then I started reading, and it seemed to me the dialogue was pretty ropey. Harrison Ford, who plays the space pirate in the film, at one point threatened to tie George up and make him say his own lines at gunpoint. Résultat, Lucas, qui est aussi très loin d'être un diplomate, supporte de moins en moins la pression, et ses relations sur le set se détériorent à une vitesse dramatique. Pour limiter la casse dans les temps, il doit diviser son équipe en 3 unités, et faire tout un tas de compromis artistiques. Comme par exemple, laisser de côté la scène où Han Solo rencontre un Jabba humain, censé devenir plus tard une créature en stop motion. Scène qu'il réintégrera d'ailleurs, avec force effets numériques moches, dans l'édition spéciale de 97, avant la trouzaine de versions différentes qui viendra avec les DVD et Blu-ray. Plusieurs docteurs conseillent à Lucas de lever le pied d'urgence, tant son état d'hypertension met sa santé en danger. Donc Georgie a une brillante idée maso, montrer un premier montage inachevé du film à un petit comité d'amis. Sans effet finalisé, sans musique définitive, etc. etc. Et forcément les retours sont désastreux, bien sûr. Surtout de la part d'un Brian De Palma intransigeant qui savate moralement Lucas. You know, we know each other so well, so we say exactly what we think. Star Wars. Et montrer un work in progress à des gens, je sais pas si vous avez déjà tenté l'expérience, mais c'est une torture. T'as honte de tout, même des trucs bien. Donc je sais pas à quoi il s'attendait le gars. Bref, Lucas remanie en catastrophe son équipe de montage pour tenter l'impossible. Et c'est d'ailleurs après le feedback de De Palma qu'il intégrera ce texte au début. Tandis que Mark Hamill de son côté se tape un accident de voiture qui lui laisse une paralysie partielle du visage, ce qui rend quasi impossible tout tournage de scène additionnelle. En fait, à ce stade, Lucas est tellement sûr que Star Wars va être un suicide artistique qu'il passe un deal avec Spielberg, qui à ce moment-là préparait Rencontre du troisième type. Spielberg aura 2,5% des bénéfices de Lucas sur Star Wars, tandis que Lucas aura 2,5% des bénéfices de Spielberg sur Rencontre. Une façon sympa pour chacun de dire à l'autre, bon, je sais que c'est ton film qui va avoir le plus de succès. Et voilà comment Spielberg s'est mis extrêmement bien grâce à un petit pari superstitieux. Star Wars sort finalement en 1977, et vous connaissez la suite? J'espère. Je joue avec le pistolet, et quand je shoot, tous les Stormtroopers à tomber, c'est bien. La première fois, Malgré quelques critiques assassines et une sortie d'abord limitée, le film devient très rapidement le phénomène qu'on connaît. Et avec d'autres cartons qui l'ont précédé, comme Les Dents de la Mer ou L'Exorciste, il contribue à créer ce que deviendra le blockbuster moderne. Attention, une question là, le petit robot RD2 que personnellement j'aime beaucoup, est-ce qu'il y a un homme dedans ou s'il est mu par une pile? Beaucoup reprochent d'ailleurs à Star Wars d'avoir rendu le système des studios plus calibré que jamais. Là où pourtant, le nouvel Hollywood, dont Lucas faisait partie, à la base, avait imposé des films artistiquement risqués à grande échelle. Star Wars donc à la fois le fossoyeur involontaire d'un certain cinéma, mais aussi le relais d'un imaginaire riche et fédérateur. Donc en gros, une œuvre qui a un pied dans chaque côté de la force. Ce qui est assez ironique pour un film qui a souvent été taxé de manichéisme. Ça en fait une contradiction fascinante, un peu comme son auteur en fait. And if you're making a work of art or a film or whatever and nobody sees it, I don't see where it does anybody any good. You know what you're directing next? I will be directing movies, but not movies generally that will be shown anywhere. George Lucas, un mec qui s'est énormément cherché, et à qui le succès de Star Wars, qui est arrivé à un moment charnière, a attribué une identité tellement énorme qu'il n'a plus pu faire machine arrière. Un mec qui rêve apparemment juste de revenir au cinéma expérimental, mais qui pense sûrement que c'est trop tard. Ce qui est assez triste. I loved your first film. Well, nobody else did. Bon, on n'est pas à l'abri que dans quelques années, ils nous sortent entre la poire et le fromage un film complètement dingue, avec la même énergie juvénile que Scorsese sur le Loup de Wall Street, mais bon, ça semble un peu compromis. En fait, concernant les galères de production de Star Wars, et si vous en voulez une version plus détaillée, je vous conseille le chouette et long documentaire Empire of Dreams, et ben faut surtout retenir une chose. Lucas a accouché de Star Wars dans la peur, qui mène à la colère et à la haine, toi-même tu sais. I fell into popular movies by accident. I always disliked Hollywood theatrical movies. I didn't want anything to do with them. You're quite right, R2. It has happened too quickly. N'importe quel metteur en scène a peur de se rater, bien sûr. Mais avec Lucas, c'était la peur du ridicule, la peur d'être à côté de ses pompes, d'être en décalage avec son temps et avec sa famille de cinéma, la peur d'un outsider qui ne sait plus vraiment ce qu'il est en train de faire. Et résultat, quand tu vis en immersion avec un couteau sous la gorge, bah tu vas droit au but. Et niveau réalisation, Lucas a visé le plus grand dénominateur commun. Alors oui, son sens aiguisé du cadrage est toujours là, qu'il avait utilisé dans THX pour créer l'aliénation, et qu'il utilise ici pour iconiser tout ce qui bouge. Mais la mise en scène du film est ultra simple. Beaucoup de plans fixes, la majorité des mouvements est très basique, avec relativement très peu de travelling, on est surtout sur de la caméra qui pivote sur son pied. Et là je parle pas des ajouts des éditions spéciales, hein, ou des passages plus visuellement ambitieux qui demandent forcément des effets plus précis. Non, là je parle de la mise en scène à hauteur d'homme. Lucas a une manière de filmer qui est très pudique, toujours très distante, un peu comme Lucas lui-même finalement. Star Wars est un film statique, le plus statique de la saga. Et cette simplicité, c'est pas une mauvaise chose en soi, c'était sûrement ce qu'il fallait pour ce film. You know, I have a pretty low opinion of my movies.
And I was so disappointed about what my vision was and what it actually turned out to be. Mais à mesure que Star Wars l'a englouti, ce minimalisme est devenu la marque de fabrique de Lucas. Une sorte, je sais pas comment l'expliquer, une sorte de mollesse pulp désuète, qui est finalement assez attachante. Avec la prélogie, 20 ans plus tard, les temps auront changé, et sa mise en scène aussi, forcément, qui est beaucoup plus péchue. Aussi parce que le nombre de plans à effets spéciaux ayant explosé, beaucoup plus de gens doivent mettre leur grain dedans. Tout comme certains combats aussi, dont celui contre Darth Maul, qui implique notamment un directeur de la chorégraphie ultra pointu, à qui Lucas a l'intelligence de laisser les coups des franges pour pas saloper son travail, parce que oui, mettre en scène un combat c'est quand même une grammaire visuelle très particulière, ou bien le combat entre Yoda et l'Empereur dans l'épisode 3, qui a été réalisé par Steven Spielberg. Ce plan en particulier là, avec ce mouvement ascendant, je le trouve une puissance dingue, et on sent bien que ça vient d'ailleurs. Thank you. Mais cette mollesse, je mets des guillemets, hein, cette mollesse étrange de Lucas, elle est toujours là, un peu partout. Bizarrement, un des plans qui m'a le plus marqué dans l'épisode 3, c'est celui-là, Obi-Wan qui saute de la passerelle. Bordel, mais c'est mou, putain, c'est improbablement mou. Le plan, mais aussi le montage. N'importe quel monteur couperait plutôt pour dynamiser, comme ça. Coucou. Et pourtant, ce plan mou, tout comme celui-là, par exemple dans le combat contre Darth Maul, Lucas, spécialiste des sauts mous, eh ben il porte bizarrement le style de son réalisateur, qui n'est pas du tout dans les canons de son époque. Ce qui est une bonne chose. Une sorte de cocon d'innocence joyeuse, à l'ancienne. Et c'est sûrement ce qui sauve la prélogie beaucoup plus que la nouvelle trilogie. Avoir une identité, même si elle est cabossée. Alors que pourtant, niveau image, on est d'accord, la prélogie est bien plus datée. Ah mais oui, hein, une contradiction ambulante, je vous dis. Résultat, sur l'échelle de Murphy, où se situe la confection de ce film ? C'est chaud, mais bon, on va pas non plus le plaindre. No, Alderaan, it's peaceful. We have no weapons. You would prefer another target, a military target, then name the... Where? Name it, now! Before I go home.